tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis aux couleurs d'OMT France qui m'a prêté cette belle marinière à leur effigie. Je remercie Vincent Douillard de m'avoir prêté sa tenue. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un article en lien avec la communication. Et ça tombe bien parce que ça me permet de faire la promotion des prochaines JTMO, qui sont des journées organisées par OMT France, qui se déroulent à Rouen les 15 et 16 mai 2020. Et ils m'ont aussi envoyé des belles infographies pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer dans le congrès et les intervenants. Donc, je vais vous les passer en plein écran. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous voulez avoir le temps de regarder plus en détail le programme. Il y aura à la fois des interventions en plénière, des conférences, il y aura également des ateliers bien sûr, et aussi une table ronde. Et comme vous avez pu le voir, une belle variété d'intervenants qui sont à la fois des intervenants français, mais aussi européens, venant notamment de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, et même un intervenant qui vient des États-Unis, qui est relativement prestigieux, qui s'appelle Joël Białowski. Et le thème de ces JTMO sera communiquer pour mieux traiter. D'où le lien avec la communication et l'article que je vais vous présenter dans un instant, l'article de ce vlog. Voilà, donc vraiment un sujet tellement important aujourd'hui, à cette période où on connaît l'importance de notre communication avec les patients et l'impact que ça a sur nos résultats de traitement. Je suis vraiment content de pouvoir faire la promotion de cet événement-là, qui va être très chouette, et je suis assez déçu parce que je pourrais pas y participer vu que je donne une formation en même temps. Mais vraiment, tous ceux qui ont l'occasion de pouvoir y aller, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Alors, pour en venir à l'article d'aujourd'hui, c'est un article qui a été publié par Claire Robertson, qui est une physiothérapeute britannique qui a un intérêt particulier pour les syndromes fémoro-patellaires. Et elle a publié un article en 2017 dans le journal Musculoskeletal Science and Practice. Et cet article, dont vous pouvez voir le titre à côté, on peut traduire son titre par « Les croyances des gens sur la signification des crépitus dans le cadre des douleurs fémoro-patellaires et l'impact de ces croyances sur leur comportement. Une étude qualitative ». Alors j'ai choisi de garder le terme de crépitus pour décrire ces bruits fémoro-patellaires dans l'épisode. J'ai trouvé dans le dictionnaire français la possibilité d'utiliser crépitation et crépitement. Voilà, j'ai pas réussi à choisir, donc du coup je garde le terme de crépitus au risque que ce soit un peu du jargon médical ou un anglicisme malheureux. Alors, dans l'introduction de l'article, Claire Robertson, elle rappelle à quel point le syndrome fémoro-patellaire c'est quelque chose de fréquent, et elle évoque un chiffre qui est que 25% des gens vont connaître tôt ou tard des douleurs fémoro-patellaires au cours de leur vie. C'est quand même quelque chose de très fréquent qui touche beaucoup de gens, et souvent, même lorsqu'il n'y a pas de modification tissulaire, que ce soit dégénérative ou pathologique, ces syndromes fémoro-patellaires sont accompagnés de bruits qui peuvent être décrits par les patients comme des grincements, des craquements, des crocs et différents termes que vous pouvez entendre. Et en définitive, le point que l'auteur fait ici, c'est que pour l'instant la recherche s'est intéressée surtout à essayer de comprendre ce qui se passait et à trouver une explication physiologique, biomédicale, et potentiellement à trouver des stratégies pour arriver à changer ça, et notamment à changer d'abord les symptômes douloureux. Mais il n'y a pas eu d'études jusqu'à celle-ci, du moins, sur l'impact psychosocial de ces bruits de rotule, et quelles étaient les inquiétudes des patients et quel était l'impact sur leur comportement.
Donc en effet, elle rappelle que souvent les patients, eux, ce qui les préoccupe, c'est pas tellement le timing de recrutement de leurs muscles pour éviter d'avoir mal à la rotule ou d'avoir un bruit, mais plutôt le fait que ils ont besoin par exemple de monter des escaliers, que leur genou il craque, et du coup ils savent pas vraiment si c'est quelque chose qu'ils doivent éviter de faire, parce qu'il y a vraiment un risque et qu'ils s'exposent à faire des bêtises s'ils font craquer leur genou, ou s'ils peuvent le faire et qu'est-ce qui se passe dans leur genou. Donc dans cette étude qualitative qu'elle a conduite, elle s'est basée sur une méthodologie que l'on appelle la phénoménologie, qui est le fait d'explorer d'expériences vécues de personnes, et donc là en l'occurrence d'expériences vécues de personnes qui ont mal au genou, un syndrome fémoro-patellaire et des craquements, et on va le voir donc qui n'ont pas de modification tissulaire à l'imagerie. Et donc ce qu'elle voulait savoir, c'est comment les patients comprennent ce symptôme, ce qui signifie pour eux par rapport à leurs problèmes, quel est le pronostic et quel est l'impact sur leur comportement. Donc en termes de méthode pour étudier cette question-là, l'auteur, comme on l'a déjà dit, a effectué une étude qualitative, et donc l'auteur principal a interviewé des patients, et elle a conduit des interviews qui duraient en moyenne 45 minutes, et elle a basé ses interviews autour de 9 questions, qui de façon un petit peu surprenante sont pour la plupart des questions fermées, et qui étaient des questions du style pouvez-vous me dire les mots que vous utilisez pour décrire le bruit dans votre genou, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez ça, lorsque vous entendrez, est-ce que la douleur modifie ce que vous ressentez à propos de votre douleur, votre bruit, à propos du bruit, donc est-ce que la douleur modifie la façon dont vous percevez ce bruit, pour vous, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie ce bruit? Est-ce que vous avez essayé de trouver une raison, une explication? Est-ce que vous avez discuté de ça avec des professionnels de santé? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'un professionnel de santé a déjà commenté ce bruit, dans votre entourage par exemple? Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille qui ont des problèmes de genoux? Et est-ce que ça a une influence sur la façon dont vous raisonnez ou la façon dont vous appréhendez ce qui se passe en ce moment dans votre genou? Est-ce que vous évitez de faire des choses avec votre genou ou à cause de votre genou? Et voilà, avez-vous changé ou modifié des choses à cause de votre genou? Et donc tout ça, c'était surtout par rapport au bruit du genou. Et voilà, donc plutôt des questions fermées. Donc on peut se poser la question si, avec des questions ouvertes, des questions fermées qui amènent plutôt une réponse plus complexe qu'un oui ou un non. Mais on peut se poser la question si, avec des questions ouvertes, les réponses auraient pu être plus riches. Parce que l'objet de ce genre d'études qualitatives, c'est d'arriver à identifier un maximum de réponses différentes. Et voilà. Donc les patients qui étaient inclus dans l'étude, c'était des patients qui étaient suivis dans un cabinet privé de kinésithérapie spécialisé en musculo-squelettique. Les critères d'exclusion, c'était la présence de douleurs rachidiennes pouvant générer une douleur projetée ou référée dans le membre inférieur et le genou, et la présence, donc, on l'a déjà dit, de modifications dégénératives ou pathologiques au niveau à la fois fémoro-tibial et fémoro-patellaire. Donc c'est des sujets qui n'avaient pas, qui avaient des examens d'imagerie parfaitement normaux, malgré leur douleur, syndrome fémoro-patellaire, et le bruit. L'objet de l'étude, ça a été pour la chercheure de analyser donc, les enregistrements des consultations avec ses patients. Elle les a retranscrites à l'écrit. Il lui a fallu 11 patients pour atteindre un niveau de saturation des données. C'est-à-dire que au bout de 11 patients, ça faisait déjà plusieurs patients qu'elle n'avait pas de données supplémentaires, donc elle a déterminé que le niveau de saturation était atteint et que ça n'était pas utile d'inclure plus de patients, de déranger plus de patients, de prendre plus de temps
prendre du temps à plus de patients, qui est un critère pour les comités d'éthique souvent, l'utilité de consommer du temps aux patients pour la science, il faut le moduler. Donc pour elle, elle a atteint la saturation, le stade de saturation à 11 patients. Donc c'est pour ces 11 patients, elle a retranscrit toutes les consultations, tout ce qui s'était dit. Ensuite, elle a lu au moins 3 fois chaque retranscription pour vraiment s'immerger dans les données. Et à partir de là, elle a défini différents thèmes qui ressortaient de ces données-là pour s'assurer. Donc on sait qu'avec cette méthodologie, il y a forcément une influence, et c'est reconnu en papier, du chercheur sur les résultats. Donc c'est quelque chose qui est admis et qui est accepté. Pour essayer de diminuer un petit peu cette influence-là, elle rend les données les plus objectives possibles, même si on ne peut pas parler d'objectivité ici, mais c'est l'idée. Un autre chercheur a analysé les mêmes données et a fait ressortir des thèmes. Et ensuite, les deux chercheurs ont confronté leurs résultats et se sont mis d'accord pour retenir ce qu'ils avaient en commun et pour choisir ce qu'ils gardaient ou pas de ce qu'ils n'avaient pas eu en commun. Donc voici par rapport à la méthode utilisée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, donc en termes d'améliorer la cohérence de l'interprétation des données, c'était ça qu'ils ont fait. Donc en termes de résultats, trois thèmes sont ressortis. Une petite information supplémentaire, les patients qui ont été concernés par l'étude, donc qui ont été interviewés, ils avaient un âge moyen de 35 ans. Le plus jeune avait 24 ans et le plus âgé avait 49 ans. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à prendre en compte pour voir de quelle manière on peut transférer les données à nos patients à nous. Et en effet, en recherche qualitative, on ne parle pas de généralisation des données, mais de transférabilité des données. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le transférer à d'autres personnes de d'autres tranches d'âge, mais ça reste une information intéressante. Alors, trois thèmes sont ressortis de cette étude. Le premier terme tournait autour des croyances à propos du bruit, croyances des patients. Le deuxième thème tournait autour de l'influence des personnes de l'entourage, d'autrui. Et le troisième thème tournait autour du fait d'éviter ce bruit. Et on peut se dire que, étant donné les questions posées, le fait que ces trois thèmes-là émergent, c'est pas très surprenant. On pouvait s'y attendre. Alors, je vais vous proposer de reprendre les trois thèmes les uns après les autres, et on va voir qu'il y a plusieurs sous-thèmes à chaque fois qui ont été identifiés. Donc le premier thème est lié aux croyances des patients à propos du bruit qu'ils ressentaient, entendaient dans leurs genoux. Alors, première chose, il y avait une recherche de signification de qu'est-ce qui se passe. Et parmi les patients interrogés, aucun ne savait ce qui se passait réellement dans leurs genoux. Et ce que ça entraînait, en fait, c'était vraiment une anxiété croissante avec le temps. Le fait de ne pas savoir et de ressentir ça régulièrement faisait qu'ils s'en inquiétaient de plus en plus. Et on pourrait dire que soit les patients s'en inquiètent plus, soit ils peuvent s'habituer et finalement pas en tenir compte et voir que finalement ça pose pas tant de problèmes que ça. Mais probablement que les patients qui s'y habituent, si jamais ça existe, eux ce ne sont pas des personnes qui consultent. Une personne qui a mal au genou ou qui n'a pas mal au genou, qui a des bruits dans son genou et qui l'accepte et que ça n'inquiète pas plus que ça, il va pas consulter. Donc effectivement là tous ces patients-là étaient des personnes qui avaient consulté, et toutes ces personnes-là, le fait de ne pas savoir, ça ne faisait qu'augmenter leur anxiété et ils n'arrivaient pas à s'habituer au bruit. Donc ça va entraîner un comportement de recherche active de causes, et notamment sur internet, et au final tous les patients étaient capables de donner une explication, avaient une croyance en lien avec ce qui se passait, qui était souvent purement biomécanique, comme le fait que l'os frottait contre l'os, ou que c'était un signe d'usure, etc. Il faisait donc un lien avec un possible vieillissement prématuré
de leur corps et notamment de leurs genoux. Et ils pouvaient également, tout ça c'est pas confortable forcément parce que ça nous ramène au fait qu'on vieillit et, et bien sûr au fait qu'on se dégrade et à la mort, donc c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter et qui inquiète. Et d'autant plus, ça a entraîné une vision plutôt pessimiste du futur, et d'autant plus donc que lorsque le patient connaissait une personne plus âgée que lui, qui avait des problèmes de genoux et qui était embêté par ces problèmes de genoux, assez facilement les patients s'identifiaient en disant ben voilà, ça commence comme ça et je vais finir comme cette personne plus âgée que je connais. Et donc voilà, pour eux c'était les premiers signes qu'ils allaient évoluer comme ça. Il y avait également de mentionner des réponses émotionnelles face à ces crépitus. Alors il y a un patient par exemple qui mentionnait le fait que c'était désagréable et que c'était de l'ordre d'un crissement d'une craie sur un tableau noir, donc vraiment quelque chose de très très désagréable. Une personne qui disait que ça lui donnait la chair de poule et une autre qui disait qu'elle avait juste peur de tendre la jambe par peur d'entendre le bruit. Donc vraiment à la fois quelque chose de désagréable mais aussi quelque chose qui inquiète à un point qu'on évite de faire certaines choses par peur de l'entendre et de se rappeler que c'est usé, que ça va peut-être mal évoluer, qu'on va peut-être avoir plein de problèmes et aussi que la condition humaine fait que on vieillit et à un moment donné on meurt. Donc voilà. Et le dernier point qui ressortait, c'était que les patients n'aimaient pas que ces bruits-là soient entendus par les gens autour d'eux. Et d'ailleurs, ce point fait bien le lien avec le deuxième thème. Donc le deuxième thème, c'était l'influence d'autrui. Et donc un sous-thème qui vient dans ce thème-là, dans ce deuxième thème, c'était les commentaires de l'entourage, avec à la fois des personnes gênées par le bruit, qui demandaient aux patients, donc leurs proches qui leur demandaient arrête de faire ce bruit-là parce que ça les gêne, et aussi des personnes inquiètes et qui transmettaient leur inquiétude aux patients en leur disant des phrases du genre bah non, il faut vraiment que tu consultes avec ce bruit-là, c'est pas normal, ou il faut absolument que tu arrêtes de faire des mouvements qui font grincer ton genou parce que tu vas l'abîmer. Donc vraiment des croyances qui pouvaient renforcer les inquiétudes des patients. Il y avait aussi l'influence des professionnels de santé. Et donc les patients interrogés ici, ils avaient eu une expérience, l'expérience qui rapporte de leurs interactions avec les professionnels de santé à propos de ce bruit-là. C'était vraiment un sentiment que les professionnels de santé ne s'en occupaient pas, n'y accordaient pas d'importance, alors que eux, pour eux, c'était un symptôme important qui a rapporté. Et voilà, vraiment, il y avait soit une forme de banalisation du symptôme, soit une forme d'ignorance, mais en tout cas pas du tout d'empathie dans le fait que le patient il ressentait ça et qu'il pouvait être inquiet de ressentir ça. Vraiment quelque chose de balayé, de mis de côté. Et un autre thème qui ressortait, un autre sous-thème qui ressortait, donc c'était ce besoin pour les patients de comprendre ce qui se passait pour savoir comment se comporter. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je risque. Et par contre, certains patients de l'étude avaient quand même trouvé des explications qui les avaient rassurés. Et ça, ils avaient trouvé que ça les avait vraiment, vraiment aidés. Le troisième thème maintenant, c'était le fait d'éviter le bruit. Donc, dans ce thème-là, le premier sous-thème, c'était le fait que pas mal de patients rapportaient qu'ils bougeaient différemment pour éviter d'avoir de bruit. Alors, soit ils évitaient de bouger, c'est-à-dire que pour se pencher, faire quelque chose vers le sol, eh bien, ils gardaient les genoux tendus et ils ne penchaient que au niveau lombaire. Et donc ça, on voit bien que ça peut avoir des conséquences parce que si la personne n'utilise plus ses jambes, sollicite beaucoup son dos, elle va fatiguer plus les muscles de son dos par exemple, elle va sans doute affaiblir ses jambes et tôt ou tard elle aura perdu la capacité d'utiliser ses jambes et ça peut l'handicaper pour tout un tas de situations dans la vie quotidienne, ses loisirs
mais aussi faire qu'à un moment donné, elle n'a plus le choix d'utiliser surtout son dos et plus ses jambes, puisqu'elle n'a plus de force dans ses jambes. Il y avait aussi une autre façon de bouger différemment, c'était, il y a un patient qui décrivait une façon de monter les escaliers. Il avait trouvé que de monter son pied différemment permettait de ne pas entendre le bruit. Donc à nouveau, d'avoir des mouvements qui sont un petit peu non habituels, et d'éviter surtout de faire certains mouvements, ce qui peut avoir tendance à, encore une fois, à sursolliciter des tissus toujours de la même manière, et potentiellement à déclencher d'autres problèmes. Un autre sous-thème, c'était le fait d'éviter certaines activités au quotidien. Donc là, on retrouvait l'histoire de l'accroupissement, ne pas s'accroupir, éviter de courir pour attraper le bus. Donc on peut imaginer, voilà, de ne pas s'accroupir, ça peut empêcher de faire tout un tas de trucs, notamment d'un point de vue social, socio-familial, de ne pas pouvoir s'occuper d'un enfant en bas âge, ou se dépêcher à le rattraper alors qu'il est en train de tomber, le fait de ne pas pouvoir courir après le bus, tout bêtement de rater un bus, et ça peut avoir un impact sur l'environnement, sur la vie socio-professionnelle des patients, etc. Et il y a des personnes qui évitaient carrément de prendre les escaliers, avec un patient qui a rapporté que du fait de ses douleurs et du bruit, il était en recherche d'un nouvel appartement, il voulait chercher un appartement de plein pied. Donc lui, il était prêt à déménager à cause de ça. Donc vraiment un gros impact social. Et les deux autres sous-thèmes étaient tout d'abord l'arrêt d'une activité de loisir. Quand on sait l'importance dans nos vies actuelles, avec beaucoup de stress, d'avoir des activités de loisirs pour débrancher du stress qui peut être lié à notre vie professionnelle, notre vie personnelle, familiale, etc. D'avoir ces activités de loisirs pour arriver à se changer les idées et à mieux contrôler, moduler notre réponse physiologique au stress. Le fait d'arrêter les activités de loisirs parce que ça fait mal aux genoux, et notamment à cause du bruit, ça peut être quelque chose de dramatique. Et aussi, donc, le dernier sous-thème, qui était le fait d'arrêter de pratiquer un exercice de kiné. Donc des patients qui disaient que si l'exercice de kiné prescrit à la maison reproduisait le bruit, ils préféraient ne pas le faire. Donc potentiellement, le fait de ne pas prendre son traitement, suivre son traitement, et de diminuer ses chances de récupérer et d'améliorer sa situation. Donc voilà pour les trois thèmes qui avaient été mis en avant. Donc les croyances à propos du bruit, l'influence d'autrui, et le comportement d'évitement par rapport au bruit. Donc comme on le voit, pour synthétiser tout ça, en fait il y a beaucoup de croyances chez les patients par rapport à ce qui se passe dans leurs genoux, et ça entraîne un tas de comportements défavorables, et comme on a vu, qui peuvent avoir vraiment un impact sur la vie des patients. Et en fait la littérature, elle montre, donc ça c'est mentionné dans les discussions de l'article, que les professionnels de santé ne s'occupent pas assez de ces croyances. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est que par rapport à ce qui ressort là, de ces données-là, tout d'abord, sans doute qu'il faut qu'on améliore notre capacité à faire preuve d'empathie, et à considérer le fait que même si pour nous, donc même si nous on est informés et que l'on sait que les craquements n'ont pas de lien avec de la pathologie, donc encore une fois, il peut y avoir des bruits, et en parallèle on fait un IRM, une radio, mais même un IRM, on retrouve aucune modification ni pathologique ni dégénérative, donc même pas de vieillissement des tissus. Donc on peut avoir des bruits avec des tissus qui sont parfaitement jeunes et sains. Du coup, nous, ça ne nous inquiète pas trop, les patients ils ressentent des bruits. On peut avoir des bruits chez des personnes non symptomatiques, dans le sens qu'ils n'ont pas de douleur au niveau fémoro-patellaire. Et donc du coup, quand il y a la présence de bruit et de symptômes, on peut se dire que c'est comme l'arthrose au niveau du rachis. Il y a de l'arthrose chez des gens qui ont pas mal au dos. Donc du coup, cette corrélation-là, on sait que elle n'est pas établie. Le fait que y ait des bruits et des symptômes, donc du coup c'est pas un facteur de risque a priori pour développer des symptômes. Donc tout ça, on a tout un tas d'informations scientifiques rassurantes, mais juste le fait de considérer ça
et d'ignorer ou de banaliser des choses par rapport au patient fait qu'on ne reconnaît pas, on ne valide pas son expérience, ce symptôme, donc ce bruit ressenti qui reste un symptôme, quelque chose de ressenti par le patient. On ne valide pas son expérience et du coup le patient il peut se sentir comme quelqu'un qui n'est pas pris en compte. Et le fait de pas être inquiet peut vraiment nous pousser à banaliser et à pas prendre le temps d'en parler et à passer à côté du fait que ça peut être quelque chose d'important pour le patient et comme on a vu, lui créer tout un tas d'inquiétudes et engendrer tout un tas de comportements qui vont vraiment être défavorables à sa santé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à ça ? Oui. Donc en définitive, il est bien identifié aujourd'hui que tous ces fameux drapeaux jaunes, donc notamment les inquiétudes que peuvent avoir les patients par rapport à ce qui leur arrive, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que ce sont des freins à la guérison. Et d'une certaine manière, ça peut vouloir dire que qu'on ne sait pas s'en occuper de façon générale. Et c'est un peu dommage. Alors ça pousse à l'émergence de stratégies de communication. Et donc, du coup, on revient au congrès de MT France avec ce thème sur communiquer pour mieux traiter. Cette importance de développer des compétences de communication, avec une des premières compétences qui est d'être capable d'entendre le patient, d'avoir une vraie écoute, et d'entendre ses inquiétudes, et de les prendre en compte, et de manifester notre empathie du fait qu'on comprend qu'il est inquiet et que ça me préoccupe, notamment en verbalisant, mais aussi en mettant en place des stratégies pour le prendre en charge. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut soit stigmatiser les croyances des patients et se dire voilà, ce patient il a plein de drapeaux jaunes, il est plein de croyances et il est en face de moi et c'est un patient, je vais vraiment avoir des difficultés. Et donc du coup, j'aime pas trop ce patient parce que l'image qu'il va m'envoyer de moi, c'est que je suis pas un si bon professionnel, alors que moi ça me fait du bien de soigner des patients et de me sentir bon dans mon travail, ce qui est tout à fait humain. On va avoir tendance soit à pas vouloir le voir et à vite ignorer le truc, soit à le banaliser et à venir nous concentrer sur les connaissances biomédicales qu'on a et qui nous rassurent, etc. Eh bien, sans doute que ces comportements qu'on a, qui sont liés à notre mode de formation initiale, à tout notre apprentissage plutôt focalisé sur le biomédical, l'effet que ça a, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de validation de l'expérience de l'autre. L'autre, il continue de s'inquiéter et il a tout un tas de comportements défavorables à sa santé. Et donc du coup, on a de moins bons résultats de traitement. Donc aujourd'hui, faire preuve d'empathie, se mettre à la place des gens, comprendre leur inquiétude, manifester cette empathie, non seulement par des mots, mais également par le fait qu'on s'en occupe. Et s'en occuper, ça peut être aussi simple que de faire de la réassurance cognitive. Alors, je reviens là-dessus, il est probable que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais par exemple, on a Tamar Pincus, qui est professeur en psychologie à l'université de Londres, qui a fait une intervention vraiment qui m'a marqué, qui a marqué pas mal de gens au Paris Shoulder Summit en octobre dernier, et qui nous a bien dit qu'il y avait deux types de réassurance, la réassurance générique et la réassurance cognitive. La réassurance générique, c'est juste dire au patient, non, vous inquiétez pas, ça va aller, faites-moi confiance, tout va bien se passer, ce genre de choses, donc quelque chose de sans explication en fait. Et ça, elle le met en opposition avec la réassurance cognitive, qui est le fait de donner accès à un patient à des informations qui vont pouvoir le rassurer. Donc vraiment ces informations que nous on a sur l'absence de lien entre des craquements et le fait de développer des douleurs, des craquements et l'état des tissus, toutes ces informations scientifiques, mais aussi des informations qu'on a du fait de notre expérience en tant que thérapeute avec d'autres patients, toutes ces informations-là, nous elles nous rassurent,
le patient il nous parle de certaines choses, un bruit, bon, nous on est à l'affût sans doute plus des drapeaux rouges qui font que là il faudrait vraiment s'occuper, réagir. Là on a une information qui n'est pas inquiétante parce que nous on connaît ces informations-là, mais il est important de faire en sorte que le patient il ait aussi ces informations-là pour lui aussi être rassuré et passer à autre chose et éviter d'avoir des comportements défavorables à sa santé. Donc vraiment, cette notion de réassurance cognitive, l'éducation à la santé, hein, aider le patient à comprendre, à connaître et à comprendre des données de science et ce qui se passe pour d'autres personnes par rapport à son problème pour être rassuré. Donc vraiment, il a été démontré que la réassurance générique, ça peut vraiment être quelque chose de délétère chez certains patients, où le fait de l'utiliser va empirer le pronostic des patients, tandis que la réassurance cognitive, ça peut que aider les patients, à partir du moment où c'est bien conduit. Et pour ça, eh bien, il faut des compétences en communication, et encore une fois, ça illustre bien le fait que notre communication est très importante pour la prise en charge de nos patients, pour le fait que nos traitements évoluent favorablement. Donc, à nouveau, je vous incite à vous intéresser, à vous former. Et il existe énormément de stratégies. On découvre plein de choses, on utilise plein de choses qui viennent d'autres champs médicaux ou de la psychologie, etc. On utilise de plus en plus de choses. On est en train de s'enrichir de ça. Et donc c'est vraiment pour le bien de nos patients. Et donc un espoir pourrait être que dans le futur, eh bien, ces fameux drapeaux jaunes soient plus vraiment des facteurs de risque, parce qu'on sera capable, on aura les compétences pour les prendre en charge, comme nous avons déjà des compétences pour prendre en charge vraiment des compétences, des dimensions plus biomédicales. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de cet article-là. Donc à nouveau, je vous remets l'info pour les journées des JTMO. Je vais pouvoir rendre sa marinière à Vincent. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vos patients et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.